thématique qui pose des problèmes pour un grand nombre d'associations dans une période économique assez complexe. On va parler un peu des mutations des modèles socio-économiques, un truc presque un peu jargonneux qu'on va essayer de décliner, d'expliquer avec deux intervenants aujourd'hui, Sandrine Collin de France Active et du DLA, avec son collègue Agustine Casaban, qui occupe aussi un poste au niveau du DLA. Mais je vais vous laisser expliquer tous les deux les différents niveaux d'intervention que vous pouvez avoir et en quoi consistent vos missions. Du coup, Sandrine Collin, je travaille moi sur l'échelle du département de la Vienne en tant que chargée de mission. Donc, je reçoa toutes les structures qui sont présentes sur le territoire de la Vienne et je prends en compte leurs demandes, leurs besoins et j'essaye de leur apporter une orientation ou un accompagnement en fonction de leurs problématiques, demandes, besoins de développement également. Alors moi, bonjour à tous, c'est Agustine Casaban, je suis chargé de mission DLA également, sur la dimension régionale au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc on est sur le même dispositif, le dispositif local accompagnement au niveau régional est porté aussi par France Active Nouvelle-Aquitaine, mais dans mon cas, je m'occupe des structures qui ont vocation à être présentes sur l'ensemble du territoire de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc le DLA est une mission d'accompagnement pour les associations essentiellement employeuses à la base. Donc c'est la raison un peu de votre invitation, c'est-à-dire que vous êtes confrontés à des modèles socio-économiques d'une taille relativement conséquente, mais peut-être qu'on peut commencer par cette définition de modèle socio-économique qui, dans les faits, on le voit avec Guy Dassault, s'applique à toutes les associations, puisqu'à un moment, une association a un projet et qu'elle cherche à le développer. Alors oui, tout à fait. Donc en fait, quand on parle d'un projet d'utilité sociale, on est toujours confronté à la question du modèle socio-économique. Donc du coup, la question justement de l'utilité sociale, pour pouvoir mettre en place le projet, on a besoin de certaines ressources et du coup, pour pouvoir obtenir ces ressources-là, il y a parfois des besoins matériels, humains, économiques, financiers, et donc pour lesquels il faut qu'on se pose la question de comment réussir à équilibrer un peu soit l'activité économique, soit les différentes types d'activités qui, de par le fait d'être d'utilité sociale, font qu'on peut faire appel à des financements publics. L'utilité sociale va correspondre à cette autre thématique, à cette autre notion qu'on appelle l'intérêt général, c'est-à-dire en gros comment le projet associatif se construit, quels sont les intervenants et qu'est-ce qu'on va faire, proposer, etc. Quand on parle de projet associatif, à la base, on se pose clairement la question d'identifier des besoins sur un territoire ou une réponse moins bien apportée ou moins bien pourvue. Sur les territoires, on identifie des créations d'associations qui se donnent des objectifs parfois pour servir un certain nombre de publics cibles. Et puis il y en a d'autres qui vont avoir une utilité sociale, c'est-à-dire une dimension qui interagit avec le territoire. Et donc c'est là où on va aller chercher les meilleurs moyens pour mettre en œuvre ce projet. Donc à la fois en termes de ressources internes, on va partir à la base d'une recherche de mobilisation bénévole et d'énergie autour du projet. Et puis quand les associations potentiellement se structurent avec le temps, elles vont avoir besoin de professionnaliser ou de salariés derrière des personnes pour mettre en œuvre le projet tel qu'il est pensé initialement. Et c'est pour ça qu'on a besoin, quand on réfléchit à son modèle, d'avoir un peu travaillé en amont sur la dimension économique et comment on met en lien les besoins
besoins qu'on identifie, les activités potentiellement qu'on va développer et qu'on se positionne dans un environnement, alors pas un environnement dans le sens nature, mais plutôt un environnement à la fois de financeurs publics et à la fois peut-être de développement d'activités ou de services qui vont permettre d'apporter un équilibre économique et des ressources pour le fonctionnement de l'association. Quand on regarde la nébuleuse d'une association, effectivement, on va avoir toutes ces notions qui vont rentrer, pas forcément en collision, mais qui vont se côtoyer et qui ont besoin d'être équilibrées les unes avec les autres. Donc si on commence presque un peu à l'envers, c'est-à-dire que oui, quand on a un projet associatif, c'est d'abord des gens qui se réunissent pour faire quelque chose ensemble, mais donc prenons le problème à l'envers en disant qu'est-ce que c'est qu'un modèle économique? Alors du coup, si on parle des modèles strictement économiques, donc là peut-être on peut évoquer de notions qui sont un peu comptables, hein, des produits et des charges qui sont générés dans toute activité de la part des associations. Et comme tu l'exprimais tout à l'heure, en fonction aussi de la taille des structures et du fait d'être employeur ou pas, justement, il y a des façons différentes à compter ces produits et ces charges. Par exemple, une structure qui est plutôt basée sur du bénévolat, aujourd'hui, dans le plan comptable, on peut quand même valoriser tout le temps qui est passé de la part des bénévoles. Et ça permet d'équilibrer justement le travail nécessaire pour mettre en place les actions de l'association. Quand on fait recours à des salariés, bah derrière, ça génère des charges de l'ordre économique. Donc du coup, il faut aller chercher soit des financements publics, soit il faut aller chercher au travers d'une activité économique. Il y a de plus en plus de structures qui ont des modèles économiques comme on appelle hybrides, où il y a justement les deux qui peuvent être ressources d'alimenter un peu ces produits-là. Et dans les modèles économiques des associations, d'une façon générale, il y a une tendance, surtout quand on fait un prévisionnel en début d'année, tendance à chercher un équilibre entre les deux. On essaye de faire de sorte que ça soit de somme zéro, mais les crises qui se succèdent nous montrent aussi que parfois le fait d'avoir un léger bénéfice qui reste dans les associations, ça permet de mieux caper des moments des difficultés. Donc ça aussi, c'est une culture que peut-être il faut essayer de développer. De comment, enfin, c'est pas parce qu'on est une association qu'on n'a pas le droit d'avoir un bénéfice, quoi. Oui, c'est d'ailleurs, juste pour le rappel et la petite histoire, c'est l'article numéro 1 de la loi 1901 qui dit que c'est au moins 2 personnes qui se réunissent dans un but autre que de partager les bénéfices. C'est marqué dans l'article, donc ça dit bien qu'une association a le droit de faire des bénéfices, mais juste de ne pas se les partager. Parce qu'effectivement, on comprend bien que Rome, c'est pas fait en un jour, qu'une association a le droit de grossir, de développer ses activités, donc d'engranger de l'argent pour mieux réussir ses activités, et c'est quelque chose qui est un peu un préalable dans le modèle économique quand on parle de salaire. C'est-à-dire que quand on a un salarié, il faut avoir configuré l'association pour être capable d'être employeuse. Tout à fait. C'est en tout cas des questions qu'il faut se poser avant de créer de l'emploi. Quand une jeune association fait le choix de créer un emploi, donc il y a différentes aides au démarrage qui peuvent exister auprès de quand on est dans le domaine sportif, quand on est dans le domaine de l'ESS. Il y a pléthore de ressources qu'on peut trouver pour initier l'emploi au démarrage. Pour autant, il faut, au moment même où on le crée, voire avant, avoir déjà réfléchi à ce que proposait Agustine tout à l'heure en termes de modèle, c'est-à-dire que si on n'a pas pris le temps de poser ces préalables-là, on risque fort de ne pas réussir à maintenir l'emploi une fois les aides au démarrage dépassées. Et peut-être au risque de me répéter, je pense que toute la dimension de préparation du projet, elle doit être vraiment anticipée avant même la création de l'emploi sur les différentes dimensions qu'évoquait Agustine tout à l'heure, c'est-à-dire avoir bien calé son projet, avoir défini
ses objectifs, un peu sa feuille de route, pour ensuite définir quels moyens on va avoir besoin d'utiliser et de trouver. Est-ce que c'est un emploi, 2 emplois? Est-ce que c'est un emploi avec d'autres ressources en termes de bénévolat ou d'autres formes d'engagement qu'on peut identifier aujourd'hui à travers les services civiques ou à travers l'accueil ponctuel de personnes en stage? Ça ne peut pas être uniquement ce modèle-là, mais en tout cas, ça peut se combiner et en tout cas être réfléchi en amont pour que l'emploi, d'une part, soit calé dans les compétences et avec un cadre défini dans ces différentes dimensions d'intervention, même si on a quand même une grande habitude dans les associations à la polyvalence, ça reste quand même hyper important d'avoir calé le cadre légal de l'intervention du salarié afin de garantir en tout cas dans sa vie future d'employeur un respect des règles de base de l'accompagnement du salarié et d'éviter la surcharge et donc d'avoir un peu en tête dès le départ les risques psychosociaux qui peuvent être associés à ces différentes dimensions et d'avoir effectivement l'assurance qu'en créant un emploi en CDI, on a les moyens de faire perdurer cet emploi dans le temps et que ce soit clair pour le salarié. Du coup, ça nous amène une transition qui peut amener donc à la deuxième partie de la question, le modèle social, économique, la gouvernance en interne. Ce que j'entends là, ça fait écho au fait que, effectivement, une des problématiques, et là on n'est plus dans le modèle socio-économique, on n'est plus dans le droit du travail, c'est-à-dire qu'un salarié n'est pas là pour tout faire. Et on rencontre souvent, et ça peut-être que vous pouvez nous en donner un ou deux témoignages sans forcément citer de nom, mais souvent quand il y a un salarié, il y a une perte du modèle social, c'est-à-dire que souvent les bénévoles vont passer en retrait parce qu'il y a cette forme le salarié est là, donc il fait les choses à la place des bénévoles qui n'ont pas le temps ou qui donnent le temps qu'ils veulent. Est-ce que c'est le type de constat que vous voyez quand une association suscite un DLA, cette perte, cette régression du bénévolat qu'on entend comme un argument régulier? Alors, je le constate pas forcément, moi, mais je suis arrivée sur ce poste il y a un an, donc j'ai pas le recul d'Agostine qui a une expérience un peu plus longue, mais je dirais pas que c'est un constat systématique. Je dirais qu'il y a des cycles, il y a des phases de vie dans une association. La création du premier emploi, si elle est bien pensée, elle peut justement avoir pour effet de remobiliser les bénévoles sur des missions qui sont au cœur de leur engagement au départ. Alors bien sûr, ça rajoute la fonction employeur à ces différentes dimensions, mais ça peut ramener une dimension d'investissement, d'engagement bénévole sur des choses qui font plaisir et qui sont à la base de leur engagement initial, avec par contre des règles et un cadre préalable sur la clarté des missions, la répartition des rôles de chacun. Et c'est quelque chose qui, de toute façon, est cyclique dans les associations parce que le premier salarié, potentiellement, des fois, il a participé à la création de l'énergie de départ, donc il est très très investi et comprend bien toutes les dimensions. Quand il y a des changements, que ce soit du côté du salarié ou du côté des membres plutôt du conseil d'administration, là sur la répartition des rôles, c'est des choses qu'il faut re-questionner. On a des outils qui permettent en tout cas de travailler sur ces dimensions-là à travers des délégations. Il y a les fiches de poste, je veux dire quand on recrute quelqu'un, on lui donne une fiche de poste avec un cadre de travail et bien sûr l'activité sur le terrain, elle peut amener à des évolutions et à des changements progressifs, mais c'est des choses qu'il faut re-questionner régulièrement. Donc du coup, quand on se dit modèle socio-économique, donc la partie socio, je disais gouvernance, qu'est-ce que c'est le bon vivre ensemble d'une association, peut-être? Est-ce que ça serait quelque chose que vous prendriez en synonyme par rapport à la partie socio du socio-économique, le vivre ensemble?
C'est intéressant de faire le parallèle. J'ai pas de recette, hein. Je crois que il y a certainement un guide de bonnes pratiques et de bons usages. Le premier, c'est d'avoir pris le temps d'échanger. Pour moi, c'est la communication qui, à la base, facilite en tout cas la clarification des potentielles évolutions. C'est d'avoir un cadre de départ à partir duquel on a une base pour discuter. Et puis, pour moi, c'est surtout la communication qui va être au cœur des bonnes recettes en fait qu'on peut donner. Il y a autant de modèles associatifs et d'organisations internes qu'il y a d'associations. Alors on peut trouver dans le sport des organisations assez plutôt par secteur d'activité, en tout cas dans le sport, du côté des structures d'animation de la vie sociale, du côté des structures d'insertion par l'activité économique, on va avoir d'autres modèles. La culture va porter d'autres modèles phares, mais chaque association invente celui qui lui est propre et voilà, parfois il y a potentiellement des conflits. C'est la manière qu'on a de les gérer qui va déterminer les bons usages et les bonnes pratiques. Pour moi, il n'y a pas de recette. Je me tourne vers Agustin, peut-être il a de son expérience. Alors 200 grammes de... Non, en fait, je pense qu'il y a... Non, je suis d'accord, j'adhère à ce que tu dis, il n'y a pas de bonne recette, mais peut-être que quand même il y a des principes sur lesquels il faut se baser un peu, c'est que ça soit bien clair quel est le rôle de chacun. La logique d'une association, c'est que c'est quand même la gouvernance qui porte le projet associatif et normalement c'est... Les salariés sont là pour travailler sur des fonctions spécifiques autour de ce projet-là. Comment dire, la dérive, ça serait ce que tu disais en fait, c'est quand justement la gouvernance ne prend pas la responsabilité qu'elle a et que le salarié se trouve à être celui qui incarne complètement le projet de l'association. Ça, je dirais plutôt ce qu'il ne faut pas faire, c'est un peu le savoir à peu près, ce qu'il faut faire, je ne sais pas, de chaque association, comme on disait. La définition en creux, effectivement, de ce qu'il faut éviter de faire. Et donc, du coup, est-ce que vous avez quelques exemples de situations critiques que vous avez pu rencontrer et qui fait que l'association avait besoin d'aide parce qu'elle était arrivée à un blocage sur ces thématiques-là, justement? Tu l'évoquais rapidement tout à l'heure, il y a la crise du Covid, il y a eu l'Ukraine, la crise des fluides, etc. Qu'est-ce qui fait qu'un modèle va se gripper à un moment ou à un autre? Alors du coup, non, c'est vrai que ces derniers temps, on assiste à plusieurs crises qui se sont un peu succédées, comme je disais tout à l'heure. Et ce qu'on voit avec une augmentation du coût de la vie, heureusement hein, que dans certaines associations, on peut retrouver une révalorisation à travers des grilles salariales, des postes d'emploi qui font qu'il y a une augmentation des masses salariales. Pour autant, malheureusement, on assiste aussi à une difficulté de la part des pouvoirs publics de pouvoir se mobiliser davantage pour équilibrer ces décalages qui, en parallèle, se retrouvent avec des augmentations de l'ensemble des charges des structures dans des déséquilibres économiques. Donc, du coup, en fait, ça mène à se poser la question de comment on fait pour repenser les choses. Quand on a un problème qui est ponctuel sur une difficulté parce qu'on a une augmentation d'activité pour trouver une solution, on va dire, d'ordre plutôt financier. On peut essayer de trouver des solutions, mais quand il y a un problème du modèle économique, globalement, on n'a pas un équilibre entre les produits et les charges. Il faut qu'on repense un peu les choses, et d'où l'intérêt aussi de repenser, comme on disait depuis le début, le projet stratégique des associations. C'est vrai que c'est un moment qui n'est pas simple, parce qu'il y a des urgences. Il y a beaucoup de choses qui arrivent d'un coup. On a la sensation de devoir répondre tout de suite à des questions très opérationnelles. On a la tête sur le guidon, comme on dit. Et parfois, on pourrait peut-être, si on peut avoir le temps, la capacité de voir
un peu plus loin, on peut repenser un peu les choses. C'est pas évident, c'est facile de le dire à la radio, hein, mais justement, si on peut nous parler un petit peu de ce qu'on rencontre, de ce qu'on apporte à chaque fois, c'est d'essayer de prendre un peu le temps de repenser les choses. De relever la tête du guidon, justement, de faire le bilan, de faire le diagnostic sur... et ce qu'on entend, c'est... bah oui, mais on a droit aux subventions, donc déjà, bah, pas forcément. Puis de toute façon, il y a de plus en plus d'associations, donc il y a de plus en plus de parts du gâteau à prendre dedans, donc c'est pas extensible. Et donc après, les associations, on s'entend dire, oui, mais on peut pas augmenter le prix de nos ateliers, etc., parce qu'on le fait pour des gens qui sont déjà en difficulté. Donc on est coincé entre ces baisses de subventions, la non-hausse des prestations, et éventuellement, comme je le disais tout à l'heure, la baisse des bénévoles, donc des adhérents, donc des cotisations. Est-ce qu'il y a des schémas, est-ce qu'il y a des idées à tester et à prendre le temps d'y réfléchir, comme vous disiez tous les deux? Qu'est-ce que vous conseilleriez, à part lever la tête du guidon? Après, une fois qu'on a levé la tête du guidon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut explorer comme chose? Alors du coup, bon, encore une fois, il n'y a pas une solution unique à toutes les problématiques. Chaque problématique elle est particulière. Mais bon, globalement, déjà, la première question peut-être à se poser, c'est dans quelle mesure on est en capacité de se rendre compte de si on assiste à un problème du modèle économique ou si c'est une problématique ponctuelle ou pas. Donc, est-ce qu'il y a la capacité en interne pour pouvoir déterminer exactement quelle est la difficulté? Ensuite, bah, justement, il faut essayer de repenser un peu la mobilisation des partenariats publics en fonction du type d'action qu'on mène. Je sais que je dis ça et c'est pas si simple que ça, hein, mais la réalité c'est que si on fait pas cet exercice-là de repenser un peu enfin, l'équilibre qu'il y a, hein, pour éviter d'avoir un déséquilibre, il y a moins d'actions en lien avec l'utilité sociale qu'on veut mettre en place, qu'on pourra faire à terme. D'autres solutions bon, qui sont peut-être qui prennent un peu plus de temps, mais la mutualisation de certaines actions ou le partage, enfin je sais pas, le recours à des groupements d'employeurs parfois ou d'autres types de mutualisation, ça peut aussi aller dans ce sens-là. Hein, donc je réponds aussi à la question de la coopération entre les différentes structures et comment, au lieu entre guillemets, par rapport à ce que tu disais, hein, se met en concurrence vis-à-vis des financements publics qui existent, comment on peut faire pour travailler ensemble et comme tu disais, se partager un peu mieux le gâteau. Après, encore une fois, moi je pense que la première question, c'est comment on détecte où est-ce qu'il y a la problématique, comment on décortique ça, est-ce qu'on a les types d'outils de gestion adaptés pour se rendre compte d'où vient la problématique, bien la détecter, après en fonction de ça, essayer de repenser certaines choses, essayer de mobiliser davantage toutes les parties prenantes du projet, dont notamment les financeurs. Et puis après, à terme, je pense que le message qu'on essaie de faire passer, c'est essayer d'imaginer les choses avec un peu plus à moyen terme, on va dire, plutôt que d'être toujours en train de penser les choses à ce qui va se passer d'ici 2 mois. Dans certains cas, c'est vrai que c'est très compliqué, parce que dès qu'on a un problème financier, vraiment, on est en train c'est très 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 difficile de voir plus loin. Mais dès que c'est possible, l'idéal c'est de l'anticiper en fait. On a des cas, des structures qui viennent nous dire, ben oui, en fait, on commence à sentir que ça va pas le faire, comment on fait? Dans d'autres cas, plus malheureux, sont déjà dans une situation difficile au niveau financier. Et là, il y a parfois aussi des cas dans lesquels on peut pas faire grand-chose. Les associations que vous croisez, j'imagine, hein, comme les différents guides assos, etc., c'est un crève-cœur, mais à un moment, couper une branche, c'est ce que les porteurs de projets ont du mal à faire. Mais des fois, il reste plus que ça. Donc l'anticipation, c'est plus près du mur qu'on voit mieux le mur, autant éviter de se retrouver devant le mur et de faire appel le plus rapidement possible à des conseils extérieurs. Est-ce que vous arrivez à faire ça avec le DLA, avec ce genre de choses?
Est-ce qu'on invite les gens à venir vous voir et les structures d'accompagnement d'une manière générale plus rapidement, appeler à l'aide? Bah, en fait, dans le type d'accompagnement que nous on propose, on va justement décortiquer les modèles économiques, voir quelles sont les activités qui font partie de l'ADN, de la partie sociale, du modèle socio-économique, on va dire, et dans quelle mesure on peut trouver du financement pour le fonctionnement, pour le faire perdurer. S'il n'y a pas de possibilité, faire recours à d'autres forces vives ou essayer de mutualiser, enfin essayer de trouver d'autres solutions. Et idéalement, après, avoir des scénarios d'évolution pour établir les pour et les contre avec toutes les parties prenantes. Donc là, je parle de la structure, de sa gouvernance, la direction si on a une, les bénévoles, les salariés, les financeurs, les partenaires. Et en fonction de tout ça, après, prendre des décisions pour faire évoluer un peu les choses, quoi. Oui, moi ce sur quoi j'aurais envie de compléter, c'est sur l'idée que plus on prend les choses en amont, plus on peut justement anticiper et avoir le temps de repositionner. Parfois, il faut couper une branche. Parfois, ça peut être mettre en place une démarche proactive vis-à-vis des partenaires qui parfois sont un peu distanciés du projet associatif et savent plus trop pourquoi ils financent et donc de les impliquer, en tout cas pour moi, dans les réflexions de l'avenir des associations. Quand on a une utilité sociale sur les territoires, ça permet souvent de reconnecter aussi les partenaires quand il s'agit de partenaires financeurs publics. Et puis aujourd'hui, on a une grande mode de la diversification des ressources, au-delà du modèle économique et des services vendus ou de services marchands, d'aller chercher des ressources auprès de mécènes ou d'entreprises. J'aurais envie de faire passer ce message-là. Ça marche quand on va bien et quand on a un projet avec une énergie, une disponibilité pour le faire. Et donc, si on anticipe et qu'on commence à sentir venir les choses, on peut agir. Quand on est déjà dans des situations compliquées ou de relationnel partenarial pas si évident, et puis effectivement les partenaires publics n'ont pas non plus des ressources qui débordent comme ça, qui jaillissent de financement pour toutes les structures. Par contre, de les associer à la réflexion, moi ça me semble être une piste toujours pertinente et qui, dans les différents accompagnements que j'ai pu suivre, ont permis en tout cas de trouver des solutions pour les structures. Donc, si je me permets de résumer de manière un peu utopiste ce qu'on se dit, c'est s'y prendre tôt, faire des bilans réguliers du modèle économique et du modèle social interne à l'association, et puis quelque part ce mot en filigrane tout au long de cette émission un peu, qui est apprendre à communiquer vers les gens et pas aller les voir juste quand il y a besoin d'eux, d'entretenir. Bien sûr, l'association, c'est les membres qui vivent ensemble, mais parmi ces membres, peut-être qu'il peut y avoir les partenaires financiers, les partenaires économiques, pour que le jour où il y a un problème, tout le monde ait appris à vivre ensemble. Merci pour votre intervention du jour et à bientôt sur les réseaux et les ondes pendant l'émission Guidasso.